Voilà. Si possible, en silence. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Bonsoir aussi au public qui nous suivent à distance. Voilà, je voulais profiter de ce premier conseil municipal après la période de juillet-août pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée, aux petits et aux grands. Je vous propose de commencer par l'appel. Alors, auparavant, je vous propose donc comme secrétaire de séance, Madame Goudard. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non? Eh bien, merci Madame Goudard de procéder donc à l'appel des conseillers et la feuille de présence. Voilà, on a un certain nombre de pouvoirs, et donc au fur et à mesure, ils sont même indiqués, donc parfait. Merci. Alors, allons-y. Virginie Babic sera représentée par Julie Médina. Jean-Louis Bancel. Martine Buis sera représentée par Alexandra Goudard, présente. Mélodie Burkhardt. Lucas Kant. Gérard Caprini. Virginie Chavreau. Hervé Chavot. Robert Dessaignet. Martine Dimino. Frédéric Faure sera représenté par Delphine Lehu. Yann Frachis. Alexandra Goudard, présente. Philippe Grimonnet. Sylvie Accard. Jean Klein sera représenté par Gérard Caprini. Delphine Lehu. Thierry Magnoli. Présent. Julie Médina. Lise Monnier. Hélène Noc-Brunet. Nicole Papot. Christian Parizeau. Éric Polny. Présent. Christian Ponsonnaille sera représenté par Robert Dessaignet. Toujours présent. Magali Rogel. Elle arrive dans quelques minutes. Nathalie Sorin. Présente. Richard Surlop. Et François Toula. Je vous remercie. Voilà, et bien le quorum étant atteint, je vous propose d'ouvrir le conseil municipal avec en préalable, avant d'aborder l'ordre du jour, l'approbation des procès-verbaux du conseil municipal du 9 juin et celui du 7 juillet. Normalement, vous avez reçu ces procès-verbaux. Donc, je vous propose de commencer par celui du conseil municipal du 9 juin 2021. Y a-t-il des remarques? Non? Eh bien, nous allons passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, à l'unanimité des présents. Merci. Et ou représentés. Hop. Nous allons poursuivre donc avec l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 juillet 2021. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non? Eh bien, nous allons aussi procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. Donc, ce procès-verbal du conseil municipal du 7 juillet 2021 est approuvé à l'unanimité des présents ou représentés. Donc, nous allons commencer l'ordre du jour du conseil municipal de ce mercredi 8 septembre. Et le premier point concerne la création de postes. Donc, c'est assez classique. En fait, lorsque, dans le cadre des évolutions de carrière des agents, il est possible pour les agents d'accéder à un grade supérieur du fait de leur ancienneté dans la fonction publique territoriale. Si vous vous rappelez, nous en avions déjà discuté dans un précédent conseil municipal. Cette proposition d'accéder à un grade supérieur est depuis peu analysée suivant des critères objectifs qui ont été définis sous forme de lignes directrices de gestion. On avait vu ça ensemble lors d'un précédent conseil municipal. Et donc là, dans ce contexte, en fait, il s'agit de créer, si la collectivité n'a pas ces postes correspondants pour les futurs grades, donc de créer 3 postes équivalents en fait aux futurs grades. Donc c'est l'objectif en fait de cette proposition.
Donc aujourd'hui, on a un agent dont le grade actuel est agent territorial spécialisé principal de 2e classe à temps non complet. Et donc, le futur grade est agent territorial spécialisé principal de 1re classe à temps non complet, c'est-à-dire 33,92 heures sur 35 heures. Pour le deuxième cas de figure, c'est le grade actuel du deuxième agent est donc adjoint technique. Et pour pouvoir prétendre donc au grade supérieur, il nous faut créer le futur grade adjoint technique principal de 2e classe. Et enfin, pour le 3e agent, le grade actuel est adjoint technique principal de 2e classe et le futur grade correspondant est adjoint technique principal de 1re classe. Et donc, de ce fait, il est demandé au conseiller de bien vouloir créer ces 3 postes que je viens de rappeler. Et il est précisé, je vous précise, que les postes des anciens grades seront supprimés lors d'un prochain conseil municipal après avoir eu l'avis du comité technique, puisque pour que l'on puisse proposer cette suppression des postes au conseil municipal dans un second temps, il est nécessaire d'avoir un avis du conseil technique, du comité technique, pardon. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Non ? Eh bien donc, je vous propose de passer donc au vote. Donc pour pouvoir créer ces 3 postes suivants, un poste ouvert au grade d'adjoint territorial spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles à temps non complet, c'est-à-dire 33,92 heures sur 35 heures. Un poste ouvert au grade d'agent technique principal de 2e classe à temps complet et un poste ouvert au grade d'adjoint technique principal de 1re classe à temps complet. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour? Je suppose que... Voilà. Eh bien, ces 3 postes correspondant à des futurs grades pourront être créés. Je vous remercie. Hop, voilà, si Madame Rogel donc arrive parmi nous. Le deuxième point concerne l'achat de terrain. Et c'est Monsieur Crimonet qui va présenter ce point. Oui, donc il s'agit d'un achat de terrain concernant un alignement. Donc c'est quelque chose qui est déjà ancien puisque ça avait fait l'objet d'un permis de construire en 98. Donc une parcelle avait été créée en bordure du chemin des Côtes concernant cet alignement. Et donc à l'époque, le permis de construire précisait que l'alignement permettant d'agrandir la voie communale 202 devra être réalisé. Donc de ce fait, une partie de la parcelle avait été détachée, elle avait été référencée donc BT 218 et sa superficie est de 97 mètres carrés. Donc la commune, sollicitée par Monsieur Choukroun, souhaite acquérir cette parcelle afin de régulariser la situation et de permettre à terme des aménagements de la voie permettant notamment de réaliser des travaux d'accessibilité. Voilà, donc il est donc demandé au conseiller de décider de l'acquisition de la parcelle cadastrée BT 218 d'une superficie de 97 mètres carrés appartenant à Monsieur Choukroun Thierry, de fixer le prix d'achat à 40 € le mètre carré, soit 3 880 €, de préciser que les frais de notaire seront à la charge de la commune, d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette acquisition. Vous pouvez voir derrière vous le plan de la parcelle. Peut-être vous êtes peut-être un peu loin mais vous l'aviez dans les documents. Là où il y a la flèche rouge, en fait. Et pour le public à distance, voilà. Vous avez aussi dans les documents qui sont disponibles la localisation de cette petite parcelle qui se situe... C'est juste au niveau des bulles de tennis. Et donc, je ne vais pas préciser, les 40 € du mètre carré, c'est le prix qui est fixé depuis toutes les transactions qui correspondent à ces alignements-là, très souvent. Y a-t-il des questions ou des infos? Oui, Madame Papot. Pardon. Oui, on se posait la question, il y a un trottoir tout le long des immeubles qui est déjà fait, donc c'est pour poursuivre le cheminement piéton, je suppose. Et qu'en est-il de la même chose, mais pour les maisons qui sont un peu plus loin, vous les avez approchées, ils vous ont demandé quelque chose, ça veut dire que ça va s'arrêter là? Comment ça va se passer après?
aujourd'hui, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a été sollicité par M. Choukroun, qui nous a demandé de savoir ce qu'on voulait faire, si on voulait vraiment cette parcelle ou pas. Hein, donc, on a été sollicité. Donc, c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui de l'acquérir. Pour les autres, j'avoue, je n'ai pas vérifié. Enfin, en tout cas, on ne les a pas relancés. Peut-être que dans les autres, il y en a quelques-unes qui sont déjà à la commune, mais je ne suis pas sûr. Donc, ça, on pourra vérifier. En tout cas, on ne les a pas relancés pour le moment. Mais l'objectif de ces parcelles était quand même, effectivement, de prévoir un alignement sur le chemin des côtes et pour les déplacements doux et l'accessibilité, bien sûr. Oui, matérialiser sur les plans la suite, quoi. Tout à fait. À l'époque, quand ils avaient les permis, les géomètres créaient une deuxième parcelle, celle qui devait être retrocédée. Mais sauf que bien souvent, ça s'est pas fait dans la foulée. Et vous voyez, c'est quelque chose qui date de 98. Et voilà, on le fait aujourd'hui. Donc les autres maisons, je pense que c'est à peu près à la même époque. Réseau, vous aviez une remarque, c'est la même question. Donc ça serait logique qu'on vous fasse la même réponse. Merci. Y a-t-il d'autres interrogations ou commentaires Eh bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je considère que cette proposition est acceptée à l'unanimité des présents ou représentés. Le point suivant donc, concerne l'adhésion de la commune à la charte des communes économes du SAGIRC, dans le cadre du plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant de l'Iseron. Et c'est Madame Rogel qui va vous présenter ce dont il s'agit. Bonsoir. Donc, il s'agit de l'adhésion de la commune de Lantilly à cette charte proposée dans le cadre du plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant de l'Iseron. C'est une charte qui est portée par le SAGIRC. Donc la commune de Lantilly, membre du SAGIRC, syndicat d'aménagement et de gestion de l'Iseron, du Ratier et du Charbonnière, syndicat qui a élaboré et adopté en 2017 le plan de gestion de la ressource en eau, PGRE, du bassin de l'Iseron. C'est un plan d'action qui définit des économies d'eau à mettre en œuvre pour chacun des 3 types de prélèvements identifiés sur le bassin versant. Ces 3 types étant les eaux claires parasites, collectées par les réseaux d'assainissement, donc parasites parce que ce sont des eaux claires et qu'elles ne devraient pas arriver dans les réseaux d'assainissement, les retenues collinaires, et principalement liées à des pratiques d'agriculture, et les prélèvements directs par pompage ou forage. Et ces prélèvements d'eau en rivière par des pompages en rivière ou via des pompages en nappe et forages en nappe représentent environ 15% des prélèvements sur le bassin versant, ce qui est très important. De nombreux forages et puits, on les estime entre 1300 et 2000, sont présents sur ce bassin versant. Alors pas tous sur le territoire de Lantilly, bien sûr. La plupart sont domestiques. Ces prélèvements sont utilisés en majorité par des particuliers pour l'arrosage des jardins et le remplissage des piscines. Les habitations étant, dans la plupart des cas, évidemment, desservies également par le réseau d'eau publique. Des collectivités ont également recours à ces prélèvements pour l'arrosage des espaces verts et des terrains sportifs. Pour répondre à ces enjeux d'économie d'eau, en limitant les prélèvements à la source, l'objectif du PGRE est d'inciter à une réduction des prélèvements par pompage et forage, en travaillant sur un usage économe de l'eau, pour l'arrosage en particulier. Pour cela, le SAGIRC a lancé fin 2019 la charte des communes économes et 17 des 19 communes du SAGIRC l'ont à ce jour adoptée. Donc Lantilly sera la 18e. La charte vise 5 objectifs: arroser moins et mieux, concevoir des espaces verts résistants à la sécheresse et nécessitant peu d'arrosage, réduire les prélèvements pour l'arrosage et stocker l'eau de pluie, suivre les consommations d'eau pour l'arrosage et enfin communiquer auprès du public sur l'arrosage économe en eau. Dans le cadre de sa politique de développement durable et en particulier du respect et de la protection des ressources naturelles, et de l'incitation à des actions citoyennes environnementales, la municipalité souhaite adhérer à cette démarche en signant cette charte. Nous nous sommes d'ores et déjà engagés dans une démarche de réduction de l'utilisation d'eau du réseau et de pompage pour l'arrosage des espaces verts de la commune, notamment en adaptant les plantations et les modes d'entretien pour réduire les besoins en eau, mais aussi en arrosant de façon plus efficace, en quantité limitée et en fonction des besoins, et autant que possible avec de l'eau de pluie et de récupération d'eau de pluie. Dans un second temps, il s'agira donc de communiquer aussi sur cette démarche, de la poursuivre bien évidemment, et d'impliquer les jardiniers amateurs en les invitant à réfléchir à des pratiques de jardinage sans eau ou avec peu d'eau.
La commune s'appuiera pour ce faire sur les supports de communication fournis par le SAGIRC et sur les pratiques vertueuses d'éco-jardinage des équipes de la commune et de certaines associations telles que le Jardin partagé de Laval. Le conseil municipal est invité à se prononcer pour autoriser Madame le maire à signer la charte des communes économes et devenir ainsi la 18e des 19 communes du SAGIRC signataires de cette charte. Merci Madame Rogel pour cette explication sur le contenu de cette charte et les engagements de la commune. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Oui, Madame Papot? Oui, il me semblait que le SAGIRC, c'était la compétence de la communauté de communes. On avait toute cette compétence d'eau était donc maintenant déléguée à la communauté de communes. Donc là, qu'est-ce qui fait qu'on puisse adhérer? Peut-être Madame Chavreau peut répondre à cette question. Il me semble qu'il y a les deux compétences en fait. Oui, il y a les deux compétences et surtout au niveau du SAGIRC, la CCPA est représentée, mais la commune de Lanty aussi. Donc évidemment, en tant que commune, on a la possibilité et la volonté de signer cette charte qui vise l'économie de la ressource en eau, qui est quand même une ressource extrêmement fragile et précieuse aujourd'hui et pour les années à venir. Je peux ajouter un point qui est que l'entretien des espaces verts de chaque commune dépend de chaque commune et que donc ce sont bien les communes en tant qu'utilisateurs potentiels de cette ressource en eau qui sont visées par cette charte aussi. D'autres commentaires ou questions? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, donc, cette proposition de s'engager à contribuer à la protection des milieux aquatiques et d'adopter la charte de l'arrosage du bassin versant de l'Iseron et en diffuser les principes est adoptée à l'unanimité. Et donc, Lantilly sera la 18e des 19 communes adhérant à cette charte. Merci. Le point 4, le point suivant, concerne la convention de veille et de stratégie foncière entre la commune et l'EPORA. Donc, vous devez le savoir, l'EPORA, c'est un établissement public d'État à caractère industriel et commercial qui est chargé d'une mission du service public. Donc, EPORA, ce sont par exemple ceux qui nous accompagnent aujourd'hui au niveau de la préemption des terrains fonciers. Donc, on travaille assez régulièrement avec EPORA. Et dans la continuité de ce qui avait été fait dans les précédents mandats même, une convention en fait existait entre la municipalité et EPORA pour travailler en commun sur l'acquisition des terrains, sur le portage financier et patrimonial et sur la réalisation des travaux de requalification foncière à un concessionnaire ou à un opérateur de terrain. C'est d'ailleurs ce qui a été fait, vous vous rappelez peut-être, pour le projet SFHE qui est situé 1 rue du Joly, et c'est ce qui est fait aussi pour le projet qui est place des Pins, puisque dans les deux cas de figure, EPORA a acquis le foncier de ces deux projets, puis l'a revendu à l'OPAC pour l'un des projets et à SFHE pour le projet qui est rue du Joly. Donc, je ne vais pas vous lire toute la convention qui est annexée, mais l'objectif ici, c'est donc, en vertu de l'article L321-1, et l'EPORA lutte contre l'étalement urbain. Et donc, son objectif, c'est de fournir les assiettes foncières nécessaires au projet d'aménagement des collectivités. Et il mobilise en fait le tissu urbain constitué dans ce périmètre. Alors, peut-être la seule différence qui existe par rapport aux deux précédentes conventions, c'est qu'auparavant, ces conventions étaient limitées à ce qui était appelé le centre-bourg. Et là, depuis peu, ce périmètre, en fait, intervient sur l'ensemble du territoire de la commune. Donc, le périmètre d'intervention est la totalité du territoire de la commune. Donc, je vous propose donc de signer cette convention avec l'EPORA, qui nous permettront donc d'identifier du patrimoine foncier qui pourrait servir à de futurs projets d'habitat collectif.
Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui, Madame Papot. Oui, effectivement, on avait aussi signé cette convention. Sur l'article 6 et l'article 7, est-ce que le montant de 2 millions d'euros d'encours est identique à celui de la précédente convention, et les 150 000 euros concernant les frais d'études, est-ce que c'était les mêmes montants qu'il y avait avant? Alors, le temps que mes collègues d'à côté recherchent la réponse à votre question, ce que je peux dire, moi, c'est que 2 millions d'euros, c'est un montant qui est quand même, alors qui est très important hein, quand on voit les sommes, mais qui est assez faible par rapport au prix du foncier que l'on a aujourd'hui sur l'Antilly. Quand vous voyez qu'une parcelle dans le centre-bourg se vend plus de 700 000 euros, que certains projets sont plutôt à hauteur de 1 million d'euros, eh bien, on s'aperçoit qu'on sera vite arrivé, puisque là, c'est sur l'ensemble de la convention. Hein. Donc, avec 2 projets immobiliers de cet ordre de grandeur, eh bien, on arrive très rapidement à cette enveloppe de 2 millions d'euros, qui est un maximum. Parce que ces montants-là, c'est pour les 6 années. Quand on parle de l'encours, c'est sur les 6 années de convention. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, alors après, une fois qu'une opération est finie, ça peut peut-être repartir, mais comme ça dure très longtemps les opérations, il faut plutôt considérer comme une année. Et par rapport à la question sur les anciens montants, j'ai pas l'ancienne convention, donc je pense que c'est pareil, mais je peux pas le dire avec certitude. On note votre question et puis on vous apportera les éléments de réponse. Mais ce que vient de dire Monsieur Grimonnet est exact, c'est-à-dire, vous savez que les conventions, là, comme là par exemple, on en parlera tout à l'heure pour le projet qui est situé sur la place des Pins. Il a été initié en 2014, hein, et aujourd'hui on est toujours en fait dans le contexte de cession de la parcelle à un opérateur. Donc vous voyez, ça peut durer sur un certain nombre d'années. Mais une fois que EPORA a retrouvé ses fonds, eh bien, ils peuvent réinvestir en complément. J'ai une autre question. Oui. Sur l'article 12, la mise en place d'avances financières, on dit que c'est EPORA, enfin la collectivité peut demander à EPORA une mise en place d'avances mobilisables. Est-ce qu'il y a une négociation à avoir avec eux pour l'option A, B ou C, ou si c'est d'autorité l'EPORA qui l'impose à la collectivité? Non, vous verrez tout à l'heure, on a un point, le dernier point qui est à l'ordre du jour. Ça concerne justement l'échéancier de paiement. Et donc, le conseil municipal doit choisir, en fait. C'est l'avance qui... Je ne pense pas qu'on parle de la même chose, si? Par rapport aux 125 000 euros, vous pensez que c'est la même chose qui est inscrit là? C'est la participation qui peut être déduite de la convention, de l'amende des SRU? Je ne pense pas que ce soit ça sur l'article 12. Non, pardon, la mobilisation de l'amende des SRU, de toute façon, c'est toujours quand le projet démarre et c'est 2 ans après. C'était ça le sens de votre question? Non, c'était à quoi correspond cette mise en place d'avance financière? Je ne pense pas que ce soit celle qui correspond, je dirais, au montant de participation qui... après, peut se déduire effectivement de l'amende SRU, mais à condition de l'avoir versée, bien sûr. Donc, je pense que c'est autre chose et c'était l'objet de ma question. Eh bien, on va noter votre question et on vous apportera les éléments de réponse dans les prochains jours. D'autres questions? Non? Eh bien, donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, donc, cette convention est adoptée à l'unanimité et nous vous ferons parvenir les informations complémentaires dans les jours qui vont suivre. Eh bien, le point suivant, c'est justement le point dont je venais d'évoquer. En fait, ça concerne donc le Tènement Laurent. Donc, pour les élus qui siègent au conseil municipal depuis peu, on a rappelé le contexte, puisque, comme on vient de vous le dire, c'est quand même
un point qui est assez ancien, hein, puisque donc, dans le contexte, c'est que le conseil municipal, par délibération en date du 26 juin 2017, a approuvé justement la convention opérationnelle par laquelle la commune confiait à Epora un mandat de requalification du Tènement Laurent. C'est ce qui est situé, on l'appelle Place des Pins. Donc, ce bien, il a été rétrocédé à l'OPAC du Rhône pour réaliser 11 logements sociaux. Il y a eu un avenant qui a fixé les conditions de cession du bien et la participation de la commune, qui est de 125 000 euros. Cet avenant a été signé le 21 juin 2018, après l'approbation par le conseil municipal du 15 mai 2018. Vous voyez qu'à chaque étape, le conseil municipal, à la fois la rétrocession, le montant de la participation de la commune, font l'objet de délibérations, sont présentés au conseil municipal et font l'objet d'une délibération par le conseil municipal. Donc, par courrier en date du 2 juillet 2018, donc l'OPAC a fait part à Epora de difficultés financières. Ils ont expliqué que c'était lié à l'augmentation de la TVA qui était passée de 5,5 à 10. Et donc, le bailleur social ayant un déficit financier, il a sollicité donc une décote du prix du foncier. Cette décote était d'un montant de 15 340 euros. Et donc, le prix de vente a été ramené à 359 659,09 euros exactement. Un deuxième avenant en date du 8 janvier 2020, qui a été aussi approuvé par le conseil municipal le 15 octobre 2019, a donc fixé les conditions de cession du bien et a notamment et a pris l'hypothèse que la participation financière de la commune restait identique, à savoir 125 000 euros. Et donc aujourd'hui, donc après vous avoir rappelé assez brièvement l'historique de cette opération, aujourd'hui, donc les travaux vont être lancés. Les entreprises, l'OPAC est en train de retenir les entreprises qui vont intervenir pour les travaux. Et donc l'OPAC sollicite aujourd'hui la commune pour la signature d'une convention qui là va fixer les conditions de versement à l'OPAC de cette participation de 125 000 euros. Et donc, la proposition de l'OPAC, c'est que cette participation soit versée de la manière suivante, 50% à la signature de la convention et 50% à la livraison des logements qui devraient intervenir normalement mi-2023. Et donc, de ce fait, il est demandé au conseiller de bien vouloir autoriser Madame le maire à signer cette convention qui précise ces deux modes de versement de ces 125 000 euros. Y a-t-il des remarques ou des... Oui, Madame Papeau. Oui, je voudrais simplement juste remettre en ordre que ce terrain, il a été préempté par l'Epora sous votre mandat, et que, comme il y a eu des recours, des contestations et des choses comme ça, je veux dire, ça date pas de 2014. Le terrain avait été préempté par l'Epora bien avant. Quand vous dites votre mandat, ça n'a pas d'incidence. Je veux dire, c'est pas gênant. Ouais. Mais je veux dire, c'était pas 2014, c'était bien sous votre mandat que ce terrain a été. Alors, mais à culpa, rectification. Donc, oui, merci pour votre précision. En fait, donc c'était dans les années. Donc, nous reprécisons, ça doit être. Enfin, voilà, la préemption par Epora a été faite donc. Sous le mandat de Jagal. Voilà. Mais c'est assez classique. Par exemple, on voit bien que... Et sans doute, dans le contexte actuel que je ne vais pas rappeler, et c'est bien le travail que l'on fait aujourd'hui avec Epora, et c'est l'objet du premier point qui concernait Epora, c'est bien d'identifier des gisements fonciers sur la commune, et plutôt même si la convention elle concerne l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, vous savez que la pression de l'État, c'est quand même pour qu'on s'appuie sur le tissu urbain actuel. Donc l'objectif, c'est que Epora, à travers cette convention, travaille avec nous pour identifier ces gisements fonciers pour développer de l'habitat collectif. Donc, on va être amené de plus en plus à procéder de cette manière, c'est-à-dire aujourd'hui, dès qu'il y aura un bien intéressant
du foncier. Quand je dis un bien, c'est du foncier intéressant pour pouvoir développer du logement collectif. Eh bien, nous allons travailler avec EPORA, et c'est EPORA qui fera l'acquisition de ce foncier. Je veux dire, c'était pas pour faire de la polémique, c'est tout ça pour dire, c'est que ça fait déjà plus de 12 ans que ce terrain est déjà identifié avec des tas de projets et que c'est très très long avant d'aboutir, quoi. On est d'accord, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous voyez, donc EPORA avait préempté en 2013 et là, on commence tout juste les travaux vont démarrer début 2022 et le détail de la participation financière des 125 000 euros en 2 temps est soumise à l'approbation du conseil municipal en septembre 2021. Donc c'est vrai qu'en termes d'échelle de temps, on voit un petit peu la durée de ces opérations. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Non? Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci à tous. Il sera possible donc de verser cette participation financière, donc là, dans les prochaines semaines, pour la moitié de la contribution, et puis l'autre moitié à la livraison des logements qui aujourd'hui, si tout se passe bien, est à l'horizon mi-2023. Voilà. Eh bien, nous avons abordé le dernier point de l'ordre du jour du conseil municipal. En termes de décision prise en vertu de l'article L2122-22 du CGCT, il y a un point. Ça concerne donc l'article 4 du L2122-22 du CGCT. C'est pas facile à dire. Donc, qui concerne la passation des marchés. Donc, la commune a lancé un marché pour le remplacement ou la mise en place d'équipements d'alarme, intrusion dans les bâtiments et dans les annexes, ainsi que pour la maintenance. Et le marché a été attribué à la société Sécure Solutions, qui est située sur Dardilly, pour un montant de 30 514,29 euros, en ce qui concerne les équipements. Et le marché est conclu sur 2 années budgétaires, pour un montant de la maintenance à 1 920 euros par an. Voilà, donc ça nous sera bien utile puisque malheureusement les équipements publics sont souvent victimes d'incivilité et donc la mise en place d'alarmes et d'un suivi pour la maintenance nous aidera dans ce meilleur suivi. Je vous propose maintenant à chacun des adjoints et conseillers délégués, chacun dans leur domaine, de partager avec vous et avec le public différentes informations. Qui veut commencer? Madame Boudard? Merci. Alors voilà, la semaine dernière, la rentrée s'est faite pour plus de 1580 enfants sur la commune de Lantilly. Donc on peut compter à peu près 207 enfants en maternelle à la Clé Verte, 393 enfants à l'école Préberger, 174 enfants à l'école Jeanne d'Arc et plus de 810 élèves au collège Jacques Coeur. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Blanchard, qui est la nouvelle directrice de l'école Jeanne d'Arc, qui arrive cette année, ainsi qu'à Monsieur Malaisé, qui est le principal du collège Jacques Coeur, et qui est arrivé aussi à la rentrée. Il y a eu une réunion du conseil communal des enfants samedi dernier. Donc les enfants sont toujours aussi motivés. Si Julie ou Lucas ou Lise, vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Julie? Oui, donc je confirme qu'on a un petit noyau bien dynamique au sein du Conseil communal des enfants. Il y a plusieurs projets en cours. Déjà, ils vont participer au forum des associations, ils auront un stand. Ils ont réalisé, avec l'aide de Lucas en particulier, une plaquette pour présenter les actions qu'ils avaient déjà menées, celles qui sont en cours et les projets à plus long terme.
Parmi les actions à venir, ils sont en train de mettre en place une soirée spéciale Halloween qui aura lieu le 30 septembre avec la diffusion d'un film dans cette salle. Et ils sont aussi en train de travailler pour essayer de pouvoir proposer aux jeunes un menu spécial jeunes à emporter pour la sortie du collège le mercredi ou peut-être le vendredi. Initialement, ils auraient aimé un food truck et ils sont en train plutôt de voir avec la Maison Bastien si elle pourrait leur proposer quelque chose. Et voilà, parmi les deux actions qui devraient arriver le plus rapidement possible, on a celle-ci. Et après, il y a d'autres projets qui viendront dans les mois à venir, comme une marche propre normalement qui aura lieu au printemps et aussi un cinéma plein air. Mais ça, c'est encore un petit peu indécis. La prochaine réunion du CCE se déroulera le samedi matin 2 octobre. Un dernier point rapide pour le pôle enfance, petite enfance, jeunesse et scolaire. Avec les parents d'élèves de l'école Jeanne d'Arc et des écoles publiques La Clé Verte et le Pré-Berger, on essaye de relancer le Pédibus. Donc très prochainement, il y aura un site internet très dynamique sur le thème des super-héros qui est en cours de finalisation. Les parents du Pédibus tiendront également un stand lors du forum des associations. Et donc voilà, c'est un projet qu'on souhaite voir le jour très très bientôt et avec un grand dynamisme des parents d'élèves. Merci. En ce qui concerne les incivilités, il y a aussi constaté de plus en plus à l'Antilly des problèmes routiers, notamment des dépassements de vitesse sur la Nationale 7, sur la route nouvelle, sur la route de Saint-Bel. Donc nous allons devoir mettre en place de la prévention. La prévention, ça passe par des radars, et puis aussi, hélas, de la répression, c'est-à-dire que nous allons devoir faire appel aux forces, notamment de gendarmerie, pour faire des contrôles ponctuels de vitesse, parce que nous avons une remontée, enfin beaucoup de remontées de la part des habitants de l'Antilly sur ce que j'appelle les incivilités routières. Voilà, donc il faut que le Lantillois commence à bien prendre conscience que voilà, on va redescendre sur des tolérances zéro en termes de dépassement de vitesse. Voilà. L'Antillois et autres, puisque les radars, ils ne sauront pas cibler si la voiture, elle est à l'Antillois, mais tout le monde aura. Voilà. Madame Chavreau, peut-être un point sur comme on avait coutume de faire, sur les informations en provenance de la communauté de communes des Pays de l'Arbrel, je le rappelle. Oui, merci Madame le maire. Une première information concernant le projet de parcours culturel, artistique et touristique du Pays de l'Arbrel, projet que nous avons l'habitude d'appeler le sillon culturel et touristique, projet qui a été validé par l'Assemblée du Conseil communautaire en début de l'année 2021. C'est un projet très ambitieux qui vise à développer donc un parcours sur le territoire autour d'un itinéraire en mode doux qui serait accessible aux personnes à mobilité réduite et qui serait jalonné toutes les 10 à 15 minutes d'œuvres d'art originales, plutôt portant sur l'art contemporain. Et pour mettre en valeur cet itinéraire, une manifestation événementielle sous forme de festival qui aura une dimension assez large, on l'espère au moins régionale. Donc ce festival aura lieu chaque année. Donc à travers ce projet, c'est un engagement fort de la collectivité qui affirme une ambition touristique et culturelle pour le territoire du Pays de l'Arbrel, avec deux dimensions de même importance. La première, c'est une dimension culturelle, évidemment, qui donc portera sur la période 2021-2024 pour la réalisation de cet itinéraire. Donc, c'est un projet qui est encore en étude et en construction. Et puis, une dimension territoriale, puisque l'idée, c'est bien d'avoir un marqueur territorial fort pour le territoire du Pays de l'Arbrel, pour mettre en valeur les forces vives, les atouts du territoire et à espérer, bien entendu, des retombées positives en termes économiques, mais également de participation citoyenne, l'implication des associations et la participation des établissements scolaires et des élèves.
Les enjeux sont divers. Il y a des enjeux évidemment de valorisation du patrimoine. Alors le petit patrimoine, les paysages, les savoir-faire locaux, mais également le patrimoine culturel reconnu sur le territoire. Et on pense évidemment aux carrières de Gley à Saint-Germain-Nuel et au couvent de la Tourette à Évreux. Et puis ce parcours a un enjeu au regard du développement de la culture, de l'accès à la culture pour tous, avec donc une mobilisation très forte pour organiser une médiation culturelle avec l'ensemble du public. Donc pour mener à bien ce projet, la CCPA a sélectionné une équipe pluridisciplinaire lyonnaise donc, qui va coordonner le projet. Je le disais tout à l'heure également, nous allons recruter des médiateurs en matière culturelle. Et pour l'instant, nous sommes dans une phase de diagnostic. En juin, l'école urbaine de Lyon a été très présente sur le territoire avec des doctorants qui ont réalisé un diagnostic territorial. Et cette étape doit faire ressortir les singularités, les atouts du territoire pour que le parcours s'inscrive le plus naturellement possible et de manière la plus pertinente. Voilà, donc à compter de septembre 2021, il y aura une phase de comitologie, puisque c'est un projet encore en devenir, avec différents comités techniques et comités de pilotage qui seront dédiés au projet. Et donc nous aurons l'occasion d'en parler plus régulièrement, évidemment en instance de l'Antilles, mais c'est bien un projet à dimension communautaire. Voilà pour le premier point. Je souhaitais également vous parler de la Semaine européenne de la mobilité, qui est donc un événement de dimension européenne qui se tiendra donc du 16 au 22 septembre 2021, avec un événement fort, la journée du 21 septembre, le Challenge Mobilité, qui vise à inciter toutes les personnes concernées à aller au travail autrement qu'en voiture individuelle. Donc la CCPA, en tant que collectivité et donc employeuse de 80 agents environ, est inscrite au challenge. Donc les agents de la CCPA participeront pour économiser du temps de trajet en voiture. Donc l'idée est d'inciter tous les agents volontaires à se déplacer autrement ce jour-là par tout mode autre que la voiture individuelle, donc bien sûr covoiturage, télétravail pour ne pas se déplacer lorsque c'est possible, mais également marche à pied, vélo, train, bien entendu, donc ou bus lorsque les liaisons existent, avec des tarifications ou des gratuités proposées par la SNCF ou le Citral. Et la commune de l'Antilly vient de s'inscrire également au Challenge Mobilité, donc les élus, tous les élus évidemment de la commune de l'Antilly et les agents seront invités à participer à ce challenge pour montrer que, à notre échelle, nous pouvons aussi nous déplacer autrement et participer donc à un meilleur environnement. Donc, toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux, notamment page Facebook de la communauté de communes du Pays d'Arbrel et de la commune de l'Antilly. Merci. Madame Huckert. Je vais faire un petit point sur les prochaines dates concernant la concertation sur le PLU. Donc, on va avoir le mardi 21 septembre une réunion publique ici à la Passerelle où le public maintenant du coup est admis. Et il y aura également une retransmission YouTube en direct, on continue. Ensuite, en octobre, le 9 octobre, il y a une balade urbaine qui est organisée. Et puis, plusieurs ateliers thématiques sur la première quinzaine d'octobre. Il reste encore des places, donc on vous invite à vous inscrire sur la plateforme lantilly.plateforme-concertation.fr ou bien directement en mairie. Ça, c'est pour le PLU. Ensuite, en termes de festivités, donc, le programme du Bel Été commence à toucher à sa fin. On aura un concert de musique dimanche matin sur le marché. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et profiter des terrasses. Normalement, il devrait encore faire beau ce week-end. Autre chose, les conseils de quartier donc ont repris du service. Et le prochain conseil de quartier aura lieu lundi au centre-bourg à 19h. Le rendez-vous est devant la mairie. Ensuite, on en a programmé 2 autres. Le 27 septembre, pour le Bois-Seigneur et Montcher, et
je vais regarder, le 16 octobre, je crois bien, oui. Le 16 octobre au Poirier. Voilà. Dernière chose, fort de l'expérience de l'application Lentille avec tout ce qui est signalement sur la commune qui fonctionne très bien, on a souhaité développer l'application pour aller encore plus loin. Et maintenant, il est possible de prendre contact, pas forcément que pour signaler un arbre sur la chaussée, un trou, voilà. On peut aussi prendre contact pour si on a une question sur l'urbanisme, une question de police municipale, enfin, toutes les questions qu'on peut avoir pour contacter la mairie. Il ne faut pas hésiter à passer maintenant via l'application Mairie de Lentille ou directement sur le site internet également. Vous avez une rubrique du coup pour faire directement vos demandes. Et on garantit 100% de réponse à chacune de ces demandes. Ça évite les mails peut-être un peu perdus parfois, noyés. Donc via cette plateforme, on a un vrai suivi. Et donc les Lentillois peuvent nous contacter via cette plateforme et on répondra à chacune de ces demandes. Pour finir, vous noterez également le 6 octobre la présentation du plan de mandat ici à la Passerelle, je crois bien. C'est ça, c'est à la Passerelle, oui. Voilà, j'ai fini. Oui, suivant les conditions sanitaires, pour l'instant, il n'y a pas de règle de jauge. Qui veut poursuivre, Madame Rogel? Non. Non. Monsieur Grimonet? Juste peut-être rajouter que sur le PLU, là, ce qu'on avait dit avant les vacances, les groupes de travail composés du comité de pilotage et des personnes associées vont se réunir à plusieurs reprises courant septembre, donc on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Normalement, vous avez dû recevoir les invitations. Donc on a eu une clarification. En fait, c'est le comité, les membres participant à ces différents ateliers thématiques, enfin pas les ateliers de concertation. En fait, il faut faire la distinction entre les ateliers de concertation qui vont avoir lieu plus tôt en octobre, comme l'a expliqué Madame Burkhardt, et les différentes réunions pour lesquelles les invitations ont été lancées, qui concernent donc là seront représentés les membres du comité de pilotage. Et les différentes, ce qu'on appelle les PPA, les personnes publiques associées. Et donc, il y a déjà un certain nombre de personnes publiques associées suivant les thématiques. Alors, quand c'est l'agriculture, il y a des agriculteurs. Quand c'est tout ce qui concerne l'habitat, eh bien, c'est les différents services de l'État. Et ça commence à faire un certain nombre de personnes, des représentants de la CCPA, du sol, etc., etc. Donc, normalement, pour les personnes qui font partie du comité de pilotage, les invitations, vous avez dû les recevoir. Voilà, et je vous rappelle que nous sommes dans la phase de diagnostic. Monsieur Chavot ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Juste pour rappel, le forum des associations, donc ce samedi, se tiendra au centre, pas au centre d'animation, non, au gymnase Daniel Robillard, avec contrôle du pass sanitaire obligatoire. Compte tenu de cet équipement, voilà, et on note qu'on est obligé de pousser les murs parce que c'est vrai que depuis 2020, on a de plus en plus d'associations qui se créent sur Lentille. Tour. Monsieur Magnoli. Allô, oui, bonsoir. Concernant donc les voiries, donc il y a actuellement des travaux de réfection du chemin du Pioul ainsi que la reprise donc des eaux de pluie. Donc ça dure à peu près une semaine. Derrière l'église, la semaine prochaine, il va y avoir la reprise des eaux de pluie de la place handicapée qui était fortement inondée lors de fortes pluies. Toujours derrière l'église, il va y avoir l'installation de la borne IRVE qui aura lieu du 27 septembre au 1er octobre 2021. C'est la borne de recharge électrique. C'est l'entreprise de Serpollet qui fera les travaux pour le compte du SIDER. Et il y aura aussi le fauchage des voies intercommunales qui aura lieu du 20 septembre au 5 octobre 2021. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci. Ces informations pratiques sont toujours très utiles à tous. Donc, on multiplie en fait les différents canaux pour informer les Lentillois de ces travaux de réfection de voirie ou autres. Merci. Monsieur Surlop. Juste 3 mots, reprendre un point sur le forum des associations. Il est clair qu'on en a été privé l'année dernière et donc vous pouvez imaginer que cette année, les associations sont très très demandeuses. Hervé l'a indiqué, le nombre des associations a augmenté et donc ça nous a amené à mettre des stands en extérieur. Et je pense que c'est très attendu, que ce sera un très beau forum qui permettra aux Lentillois de faire leur marché sur toutes les activités qui sont proposées et que les associations ont pu continuer à indiquer, à promouvoir, notamment avec les scènes ouvertes où on leur avait donné la parole au mois de juillet, évidemment, avec les informations qu'on peut trouver sur le site de la mairie ou Facebook, etc. La deuxième chose, c'est de vous indiquer que la saison culturelle a fait l'objet d'une présentation le 3 septembre, avec de nombreux comédiens ou musiciens qui étaient présents. En fait, par le jeu des reports, des spectacles qui n'ont pas pu être donnés et des engagements qu'on avait avec les compagnies d'essayer de leur trouver de la place sur la saison suivante, on est passé de 9 spectacles à 15 spectacles, tout compris, toute catégorie, je dirais, qui va nous donner un programme de saison culturelle qui est assez dense. Mais je peux vous dire que la qualité n'a pas été mise de côté, ou dit d'une autre façon, la plus grande densité ou la quantité supplémentaire des spectacles ne se fait d'aucune façon au détriment de la qualité de ce qu'on propose. Et ça va être une saison culturelle assez gaie, parce que les gens ont besoin de rigoler, ils ont besoin de réfléchir aussi, mais ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin de se réjouir. Et sur les 15 spectacles, il y en a 10 qui sont des comédies essentiellement, ou des sketchs de seul en scène qui sont très drôles, à partir de thèmes qui peuvent faire réfléchir, mais qui sont traités d'une façon extrêmement drôle. Il y aura du fado, il y aura du gospel, il y aura un immense rassemblement dans le gymnase appelant la participation de toutes les associations qui font de la musique ou de la danse ou du théâtre à Lantilly, donc quelque chose d'assez populaire. Et puis il y aura des contes, enfin il y aura des choses qui sont assez belles, de la poésie. Et puis il y aura également 3 pièces qui font un petit peu plus réfléchir, mais qui sont traitées avec beaucoup de délicatesse et qui s'adressent véritablement à tout le monde. Tous nos spectacles sont pour tout le monde et un grand nombre d'entre eux pour les enfants également. Le dernier point, c'est d'indiquer que nous avons repris la fête de l'art sous 2 formules. D'une part, la galerie d'art qui s'adresse à des amateurs et que nous avons maintenu dans le format qui existait jusque maintenant, avec une difficulté qui est que là aussi, les associations ou les personnes, du moins, les individuels qui sculptent ou qui peignent, qui font des jolies choses, augmentent, et que la place, elle n'est pas extensible non plus, et notamment pour préserver des parkings le long de l'église, on est amené peut-être à mettre quelques exposants un petit peu en dehors du centre-bourg, qui est le cœur quand même de la galerie en question. Et puis en parallèle de cela, il y a une exposition avec des professionnels qui se passe dans la maison des associations et que je vous invite à aller voir, vous verrez, c'est assez étonnant. Et tout ça s'inscrit par rapport au thème de l'action culturelle 2021-2022, le thème étant le lien. Et tout ça, ça fait lien entre personnes, lien entre objets, lien entre situations, lien entre modes de vie, vous verrez, c'est très riche. Et j'espère qu'on aura beaucoup de monde et surtout que le public lentillois sera satisfait des choix que nous avons élaborés dans le cadre d'un groupe de travail multidisciplinaire qui a préparé cette programmation, je dirais. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Un dernier point, on a pris l'initiative l'année dernière de lancer un événement qui s'appelle Lecture à voix haute, qui se décline à la fois sur l'élémentaire pour les CM et sur le collège pour les 5e et les 6e. Ça a connu beaucoup de succès. Ça s'est fait en pleine alliance avec les enseignants qui avaient fait un sacré beau travail de démarrage qu'on a essayé d'amplifier.
La fin de lecture à voix haute de la saison passée, ça va être la récompense, le bonus qu'on a indiqué aux 6 gagnants au total qui vont avoir la possibilité d'avoir un coaching sur le mois de septembre par un comédien professionnel. Et on est très désireux de reprendre cette expérience et de l'amplifier également en 2021-2022. Et ça, on le fait en association avec ma collègue Alexandra, qui fait l'interface avec tout le monde enseignant. À votre disposition si vous avez des questions. Je ne vous parle pas encore d'autres projets que l'on a dans le domaine de la médiathèque, d'une ludothèque peut-être un jour, et d'autres choses, parce que c'est peut-être un petit peu prématuré. Voilà. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents points. Monsieur Frachis, des points. La demande de subvention formulée au titre de la DSIL, dotation donc de l'État. L'arrêté devrait nous parvenir prochainement. Donc nous pour... Pardon, c'était pour les projets de rénovation et en l'occurrence, la dotation porterait sur le projet de rénovation thermique du centre d'animation. Voilà. Donc ça sera précisé au prochain conseil municipal pour lequel aujourd'hui nous n'avons pas encore fixé la date puisqu'en fait nous devons regarder est-ce qu'il y a des évolutions au niveau des règles de tenue du conseil municipal par rapport aux règles sanitaires. Est-ce qu'il sera possible de les faire à la passerelle ou devrons-nous faire le conseil municipal dans la salle du conseil municipal? Il faut voir ensuite, en fonction de la disponibilité de la passerelle, et comme vous avez vu tout à l'heure, il y a un certain nombre d'événements sur le mois d'octobre. Donc, nous vous préciserons la date du prochain conseil, dont l'objectif est de le dérouler durant le mois d'octobre, dans les prochains jours. Je voulais juste rappeler que vous êtes tous conviés, vous avez dû recevoir les invitations à l'inauguration officielle de l'école élémentaire le 25 septembre et à l'inauguration pour les travaux d'aménagement du centre-bourg le 1er octobre. Voilà. Et non, il me semble que c'est le 1er. C'est le 6 octobre, c'est la présentation du plan de mandat, mais sauf erreur de ma part, oui, le 1er octobre, c'est bien, c'est un vendredi soir. C'est donc à 18h l'inauguration des travaux du plan d'aménagement du centre-bourg. Voilà, je vous propose, si vous avez d'autres questions ou interventions. Oui, monsieur Bancel. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur le recrutement qui est en cours par rapport à donc, un ingénieur chargé du développement durable ? Oui, et alors nous avions évoqué, puisqu'il y a eu la création de ce poste chargé de mission pour piloter les différents projets lors du conseil municipal précédent. Alors c'était juin, c'est ça ? Et donc votre question, elle est de l'ordre de revenir sur ce point ou elle est savoir où on en est en fait ? Est-ce que vous pourriez préciser la question par rapport à ce sujet en fait ? D'abord, savoir où vous en êtes par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il y a eu des études particulières qui ont été faites justifiant une telle embauche ? Parce qu'on suppose que la rémunération doit être conséquente. Donc, quel type de rémunération ? Et voilà, donc... Alors, si vous vous rappelez, ce contrat, c'était un contrat à durée déterminée. Hein, ce n'est pas un emploi permanent à terme. Donc, de charger une mission pour piloter les différents projets dont M. Frachis, alors je vais lui laisser compléter, et repréciser ce qu'il avait indiqué lors du précédent conseil municipal. On peut reprendre d'ailleurs le compte-rendu que l'on a validé tout à l'heure. Hein. Mais je suppose que vous avez des questions beaucoup plus précises que... donc, M. Frachis, si vous voulez bien reprendre la présentation que vous avez faite lors du conseil municipal... Alors, je ne sais plus, c'est juin ou juillet. Mais... Très rapidement, pour pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais en fait, dans le profil de poste, on a quand même établi un petit peu un large spectre de missions qui aujourd'hui, pour lesquelles on a du mal à honorer en fait les missions. En l'occurrence, notamment la gestion des fluides énergétiques des bâtiments communaux, sur lequel il y a a priori énormément de leviers d'économie financière et d'énergie à faire. Largement de quoi financer un poste comme celui-là à temps plein. Ça, on pourra vite l'établir sur la base d'éléments
de bilan avant et après. Et puis ça s'inscrivait notamment dans le cadre de suivi des chantiers de rénovation dont on avait présenté en avril dernier de mémoire les dossiers de demande de subvention. Donc il y avait notamment le photovoltaïque sur la toiture de l'école, la rénovation du centre d'animation et de la mairie, pour lequel il faudra aussi du monde pour suivre ce genre de dossiers qui techniquement sont assez exigeants. Voilà, c'était donc j'ai retrouvé, c'est lors du conseil municipal du 7 juillet. Il y avait aussi des missions. Donc il y avait la conduite de projet tel que vient de le rappeler Monsieur Frachis, mais il y avait aussi différentes missions concernant le développement durable, qui étaient donc de veiller à la mise en place et au suivi d'un plan d'action lié au développement durable à l'échelle de la commune, de participer à la construction d'une stratégie pluriannuelle d'investissement dans les énergies renouvelables. Je vais essayer de donner quelques exemples illustratifs pour ne pas refaire toute la présentation du 7 juillet. Comme on vient de dire, de s'assurer de la mise en œuvre des projets de rénovation énergétique des bâtiments, de veiller aussi à développer un programme d'animation et de sensibilisation au développement durable, de promouvoir les circuits courts alimentaires, notamment en participant au suivi du restaurant scolaire et en participant au maintien de l'agriculture périurbaine, et de faire le lien avec les différents acteurs partenaires que sont l'État, la région, l'ADEME, la CCPA, le sol, et d'assurer une veille réglementaire. Donc, voilà au niveau de la mission. Donc maintenant, au niveau l'offre de poste est parue mi-août. Donc, depuis mi-août, on reçoit des candidatures. Aujourd'hui, on en a 4 candidatures. Donc, ces candidatures seront analysées dans les prochains jours. Voilà. Et puis, nous espérons pouvoir rapidement trouver un candidat qui répond à nos attentes pour que ces projets, on le voit là, notamment avec la contribution, le retour que l'on a sur les contributions de l'État, du département et de la région aux différents projets, il va être nécessaire de les conduire rapidement avant la fin de l'année. Donc, c'est très important d'avoir un profil qui nous permettra de mener à bien ces différents travaux tels qu'on vient de vous les repréciser. Est-ce que nous avons apporté réponse à vos différentes questions? Très bien, merci. D'autres questions? Non? Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et au plaisir, au public aussi. Ah pardon, oui, c'est vrai nous allons donc clore ce conseil municipal. Et donc, nous allons attendre quelques minutes pour passer donc aux questions du public et répondre à ces différentes questions. Madame Bucart. Pour le moment, il n'y a aucune question, mais on peut encore attendre une petite minute pour voir. Oui, sur le chat, parce que nous n'avons pas de public aujourd'hui. Et je rappelle que le public est autorisé, donc vous pouvez venir au conseil municipal pour ceux qui nous écoutent. Non, bon, pas de questions. Donc, rendez-vous bientôt pour la commission générale qui se déroulera le 20 septembre pour ceux qui ont prévu d'y assister. Et puis, donc, pour l'inauguration de l'école élémentaire le 25. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt.